Bonjour à tous et bienvenue dans l'actualité de ce dimanche midi à Moscou. Vladimir Poutine a récemment publié des messages d'hommage à ses soldats entre démonstrations de force à bord de Tupolev, ingérence et cyberattaques en Europe et l'assassinat de son principal opposant. Jusqu'où s'étend le pouvoir du chef du Kremlin? Nous ferons le point ce midi. En région parisienne, de plus en plus de parcelles de châtaigniers sont rasées, en cause la maladie de l'encre incurable qui prospère à cause du changement climatique. Sifflets, insultes, bousculades, le président Emmanuel Macron a inauguré le salon de l'agriculture avec plus de 4 heures de retard hier. Des blocages qui ont débuté dès 8 heures alors que le président français se livrait à un échange improvisé avec les syndicats agricoles. Résumé d'une journée chaotique dans cette édition. Et puis comment capter les voix des autres dans la sienne? Portrait de Michael Gregorio qui depuis plusieurs années se livre sur de nouvelles performances sur scène et de Sarah Schwab qui a été connue sur TikTok, qui a séduit d'ailleurs son public donc sur les réseaux sociaux. Vladimir Poutine aux commandes d'un bombardier nucléaire, le plus grand supersonique au monde. C'est l'histoire que Moscou met en scène 2 ans après le déclenchement de son offensive en Ukraine. Le chef du Kremlin est-il vraiment tout puissant? En 2022 déjà, lorsque l'armée russe a envahit l'Ukraine qui s'empare de 25% du territoire. Elle n'en occupe aujourd'hui plus que 17% et la ligne du front s'enlise à l'est. Vladimir Poutine, lui, continue de jouer avec les symboles en érigeant notamment la chute de l'Ukraine en victoire nationale, même s'il a fallu 4 ans aux Russes pour s'emparer de la ville en ruine. Est-il vraiment tout puissant? La réponse de notre correspondante Sophie Pérez. Vladimir Poutine aux commandes d'un bombardier nucléaire, le plus gros supersonique au monde. Un président russe qui montre ses muscles. C'est l'image que Moscou met en scène 2 ans après le déclenchement de son offensive en Ukraine. Vladimir Poutine est-il vraiment tout puissant? En 2022, lorsque l'armée russe envahit l'Ukraine, elle s'empare de 25% du territoire. Aujourd'hui, elle n'en occupe plus que 17%. Et la ligne de front s'enlise à l'est. Mais Vladimir Poutine sait jouer avec le temps et les symboles. Il y a une semaine, la chute d'Avdiivka est érigée en victoire nationale. Même s'il a fallu 4 mois aux Russes pour s'emparer de cette ville en ruine d'à peine 30 km². Les soldats ont eu l'honneur d'une cérémonie. Vous vous battez pour la vérité et la justice. Vous faites preuve de courage et de bravoure en défendant la Russie. Vous êtes nos authentiques héros du peuple. L'armée russe, à l'offensive, regrignote quelques kilomètres². Alors que Kiev reconnaît ses difficultés et que les Occidentaux tergiversent sur la poursuite de leur aide militaire. Vladimir Poutine tente de tirer profit du doute qui monte chez les alliés de l'Ukraine. L'Ukraine ne peut pas gagner, c'est la Russie qui à un certain moment va dominer. Donc il faut négocier avec la Russie. C'est ça que pousse Vladimir Poutine. Donc il essaye évidemment de se muscler dans le discours, dans l'apparence, de jouer aussi avec ce qui a été toujours sa stratégie, faire peur. Faire peur à l'extérieur et à l'intérieur. Le 15 mars, Vladimir Poutine devrait être réélu sans surprise. Ces derniers mois, toute opposition a été réduite au silence. Alexeï Navalny, mort de façon trouble dans une colonie pénitentiaire. Evgeny Prigojine, ex-allié du président devenu traître, disparu dans le crash de son avion. Ce pilote déserteur, victime d'un mystérieux assassinat en Espagne. La machine à réprimer s'est emballée autour du seul maître du Kremlin. Un homme à la tête du pouvoir, et non pas un pouvoir collégial. Et cet homme entretient des syndromes paranoïdes de plus en plus forts, c'est évident, et entretient une violence à l'encontre de ses opposants internes, externes, réels, présumés, de plus en plus forte. Un président prêt à tout pour déstabiliser ses adversaires, même à l'étranger. Les renseignements français craignent de prochaines opérations d'ingérence menées par les services russes.
Au cœur de la forêt de Fossereau repose entre les communes de Villers-d'Évreux dans les Hauts-de-Seine et de Versailles dans les Yvelines. Des forestiers abattent des châtaigniers à la tronçonneuse. C'était mardi 20 février dernier. Sur le panneau d'information indiquant la durée des travaux et un mécontentement a écrit en feutre noir « Fumier ordure ». Et pourtant, ce n'est pas de gaieté de cœur que l'Office national des forêts coupe ces arbres, mais parce qu'ils vont mourir à cause de la maladie de l'encre. Le récit de Joaquin Dauphin. Je suis dans la forêt de Fosse-Repose dans les Hauts-de-Seine avec Lou. Et quand on se balade, on passe devant ce panneau sur lequel il y a des messages très hostiles à l'ONF. Visiblement, ce sont des personnes qui ne comprennent pas les coupes qui ont lieu ces dernières années. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi elles sont de plus en plus nombreuses. Le pathogène, le Phytophthora cinnamoni, la maladie de l'encre, elle est présente dans le sol depuis plus de 2 siècles. C'est un oomycète, c'est entre un champignon et une algue. Il est présent dans le sol. Les hivers rigoureux limitaient son développement. Là, le changement climatique fait qu'il y a des hivers beaucoup moins rigoureux, donc le pathogène n'est plus limité dans son développement. Et puis ensuite, au printemps, on a une pluviométrie incertaine qui fait que le châtaignier, lui, n'a pas l'eau suffisante pour croître. Et donc, à terme, le châtaignier en Île-de-France est quasiment condamné, quoi. Si on ne les coupe pas avant qu'ils deviennent secs, ils vont être morts dans la parcelle. Aux abords d'un chemin, sur une forêt très fréquentée par le public, ça présente un danger pour l'accueil du public. Et donc on les prélève avant qu'ils soient définitivement morts et secs, parce que sinon leur destination c'est de bois énergie. Avec Lou, on est dans une parcelle qui a été reboisée artificiellement il y a environ 2 ans. Il y a des jeunes pousses notamment de chêne Cécile, de tilleul. Elles sont protégées par des grillages pour éviter d'être mangées par les chevreuils. Mais pour que ça devienne une vraie forêt, il va falloir être patient, environ une 20aine d'années. Samedi à 8 h du matin, 1 heure avant l'ouverture officielle du salon de l'agriculture, des centaines d'agriculteurs en colère ont forcé le passage, scandant Macron démission. À l'étage, le président s'entretenait avec un syndicat agricole. La veille, la FNSEA avait refusé de participer au débat programmé car il était question d'y inviter des militants. Soulèvement de la terre, une information notamment démentie par le président du chef de l'État qui dit n'avoir jamais songé à un tel geste. Le collectif, lui, confirme cette information avoir été contractée. Le récit signé Laurence Cadillot. C'est autour d'une bière qu'Emmanuel Macron clôture enfin sa visite au Salon de l'Agriculture, épilogue d'une journée sous haute tension. 8 h, 1 heure avant l'ouverture officielle, des centaines d'agriculteurs en colère forcent le passage et pénètrent sur le salon. À l'étage, le président s'entretient justement avec les syndicats agricoles. Bonjour, messieurs, dames. Ambiance glaciale. Il faut dire que la veille, la FNSEA refusait de participer au débat programmé car il était alors question d'y inviter les militants des soulèvements de la terre, démenti catégorique du chef de l'État. Je n'ai jamais songé initier une telle invitation. Pourtant, le collectif écologiste confirme aujourd'hui avoir bien été contacté par le gouvernement. Pendant ce temps, en bas, la pagaille continue. Les forces de l'ordre sont débordées. La colère ne redescend pas. C'était une mascarade à la macronade. Et ça, on en a ras-le-bol. Les paysans de France, ils en ont marre. Les paysans, ils veulent des actes, ils veulent des décisions. C'est quand même pas normal qu'avec autant de conseillers, ils ne sont pas capables de fixer un cap pour la France.
Dehors, le public patiente devant des portes closes. Avec 4h30 de retard, le président inaugure enfin le salon. J'arrive. Commence alors sa déambulation, toujours sous les sifflets et les huées. Mais avec des participants moins hostiles. Elle a du mérite, hein, parce qu'elle subit un beau bordel ce matin. Entre dégustation et selfie traditionnels, le président continue d'échanger, parfois sur le ton de la plaisanterie. Vous connaissez l'Aubrac? Mais comment? La meilleure viande du monde. Je vais pas faire des comparaisons, sinon je vais avoir plein de tas d'emmerdes sur le salon. Souvent aussi avec des agriculteurs pour qui la pilule ne passe toujours pas. Oui, mais sur des informations qu'on a depuis longtemps, c'est pas assez. On a besoin de beaucoup plus que ça, des choses qui soient beaucoup plus concrètes. On ne peut pas raconter des cracks aux agriculteurs. Il faut arrêter. Et donc, il y a des choses qui ne vont pas assez vite, c'est tout à fait vrai. Il y a des choses qui ne marchent pas bien. Il y a des choses qui m'exaspèrent moi aussi, c'est-à-dire quand on prend des engagements, ça ne bouge pas assez sur le terrain. Mais on a un travail, une transition. Après plus de 13 heures dans les allées, Emmanuel Macron n'aura visiblement pas réussi à apaiser les tensions. Un des salons les plus chaotiques pour un président de mémoire d'agriculteur. Pas de CRS, pas de comité d'accueil houleux d'agriculteurs en colère. C'est aussi ça l'avantage de ne pas avoir de président de la République. 24 heures après la venue du président chaotique, la venue, Jordan Bardella et sa garde rapprochée tentent de jouer à fond la comparaison avec le chef de l'État, Emmanuel Macron. Le président du Rassemblement national n'a d'ailleurs pas hésité à tacler Emmanuel Macron. Partout où il passe, l'ordre public trépasse. Je pense qu'il ne se rend pas compte de la violence et de la brutalité qu'il est avec la sienne, avec son exercice du mandat, a-t-il lâché. Reportage ce midi signé Julie Nelly. Pas de CRS, pas de comité d'accueil houleux d'agriculteurs en colère. C'est aussi ça l'avantage. Quand on n'est pas président de la République, on a moins de comptes à rendre. Monsieur Bardella, est-ce que vous appréhendez cette visite? Je n'appréhende pas la visite particulièrement, mais on est venu apporter notre soutien au monde rural. Alors forcément, 24 heures après la visite chaotique d'Emmanuel Macron, Jordan Bardella et sa garde rapprochée tentent de jouer à fond la comparaison avec le chef de l'État. Hier, c'était chaud. Il y avait l'ambiance. Ah, puis on est à l'entrée en plus. Partout où il passe, l'ordre public trépasse. Voilà, je pense qu'il ne se rend pas compte de la violence, de la brutalité qui est la sienne dans l'exercice de son mandat. Et ça semble fonctionner, en tout cas auprès de la coordination rurale, un syndicat agricole réputé proche du RN. Moi, en tant qu'agriculteur, je suis très content de le voir là. Et on va continuer de toute manière la lutte contre la Macronie, contre les fausses annonces. Ce producteur de lait était d'ailleurs l'un des plus véhéments hier, pendant la visite présidentielle. C'est du pipeau ce qu'il a annoncé. On veut des prix. Ce sympathisant aussi vote pour la visite du jour. Hier, M. Macron s'est réservé le salon, alors qu'aujourd'hui, sous les sifflets, alors qu'aujourd'hui, on voit que M. Bardella, visiblement, est très très apprécié. Depuis plus de 3 heures maintenant, sous une forêt de caméras, la tête de liste du RN aux élections européennes Merci Jordan. Savoure sa popularité. Et sauvez-nous surtout. Jordan, président. Jordan Bardella n'en est qu'au début de son marathon au salon. Il a aussi prévu d'y passer toute la journée de demain. Quelle est la potion magique de l'imitateur Michael Gregorio? Il n'y a pas de recette miracle. Ce qu'il a de mieux pour la voix, c'est le sommeil, confie-t-il. Quand une note, il peut passer de Michel Berger à Johnny Hallyday. L'imitateur est dans ses cordes, mais pas uniquement vocal. Ça participe à ce travail-là. Mais il y a également tout qui fonctionne, tout le corps entier, indique Michael Gregorio. Olivia Neyouza l'a rencontré ce soir, ce midi. Ceci dit, les toilettes, c'est une bonne idée. Se chauffer la voix dans les toilettes d'une loge, devenue cathédrale. Comme ça, on peut bien s'entendre. Derrière le rideau, derrière des barreaux, pour quelques mots. Tentez de découvrir la potion magique de l'imitateur. Il n'y a pas de recette miracle. Ce qu'il y a de mieux pour la voix, c'est le sommeil. Passer en une note de Michel Berger
à Johnny Hallyday. Pour Michael Gregorio, l'imitation est certes dans ses cordes, mais pas uniquement vocale. Les cordes vocales, ça participe à ce travail-là. Et c'est un petit peu l'image qu'on a. Il y a tout qui fonctionne, tout le corps. Il y a quelque chose qui se passe un peu dans la tête. Ça passe par l'oreille, donc le cerveau. Et je sais qu'on nous l'interdit. Être à l'écoute. 80% de la réussite selon la petite dernière. La révélation, le carton de l'année, plus de 2 millions de fidèles sur les réseaux sociaux. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant. C'est comme une gaieté, comme un sourire. Première imitation il y a 20 mois. Depuis, 200 voix dans le micro. Certaines voix vont plus nécessiter que ça sorte par le nez, comme Olivia Ruiz, taille-moi. Pour des voix comme Samson, ça va être la gorge serrée, un peu de souffle, ça va faire comme ça. Et pour des voix comme Lara Fabian, ça va vraiment sortir en bas. Je t'aime, je t'aime. Et là, vraiment, mon ventre fait ça, en fait. Le docteur Ivor Mezzano accompagne depuis 40 ans des artistes. Selon lui, les prédispositions anatomiques n'existent pas, il faut se fondre dans le moule. En plus du corps, il va falloir aussi faire le moule vocal, c'est-à-dire ce que vous ne voyez pas. La langue va travailler différemment, le voile du palais, le son va sortir du larynx, et c'est en fonction de la position des lèvres qu'on va fabriquer telle ou telle voyelle. Et donc, si je veux imiter le timbre de quelqu'un, il faut que je reproduise le moule qui a servi à faire une voyelle donnée, une note donnée. Non, rien de rien. À répéter parfois des mois Je ne regrette pour habiter une voix. Il faut insister vraiment sur les R. J'ai eu beaucoup de mal à trouver les R. Alors maintenant, ça va beaucoup mieux parce que je me suis entraînée. Je savais pas si je devais garder ma salive là, ici ou voilà. Et finalement, j'ai trouvé que c'était vraiment un petit frottement du fond de la langue. Voleur de voix qui dévoile la leur. Posséder la clé musicale qui fait toute la différence. La botte secrète, il sait chanter. Et donc, savoir chanter, ça permet encore mieux de faire passer là le côté artistique. Je suis une cruche, je suis une cruche. Comme ça, tu fais? Les gens fantasment sur la voix des imitateurs. Mais ce qui est le plus important, ce qui va vous donner plus de rondeur, plus de justesse, c'est l'interprétation. Mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Je crois pas au don. Je n'y crois pas. Je crois à des prédispositions et beaucoup de travail. J'étais vraiment pas le plus doué quand j'ai commencé. Ça casse le mythe. Ouais, mais alors moi je suis le plus doué pour casser le mythe, hein, vraiment. Et même casser momentanément sa propre voix. Opéré il y a 4 ans d'une tumeur sur une corde vocale. Ma voix. J'ai perdu ma voix. Michael Gregorio imite alors le silence. Bel hommage, modestie de tous ces artistes qui s'effacent, se cachent dans la voix des autres, en pleine lumière. C'est ainsi que se termine ce journal de ce midi. Je vous souhaite de passer une très belle après-midi. Merci de votre fidélité. On se retrouve à 20h dans le Grand News Soir ce soir. Merci, très bel après-midi. À tout à l'heure.